Audio Jungle. Audio Jungle. Donc j'ai voulu aborder avec vous un sujet qui a trait à l'inhalation et à l'ingestion de corps étrangers. Au courant de notre pratique, il nous arrive très souvent de perdre des instruments. Les perdre où? Oui, ils peuvent tomber au niveau de votre cabinet, au niveau de la structure de travail, comme ils peuvent être ingérés ou inhalés par votre patient. C'est pour ça qu'après chaque thérapeutique ou au cours de chaque thérapeutique, vous êtes en mesure de pouvoir vérifier l'intégrité de votre instrumentation. Alors l'ingestion et l'inhalation d'instruments est un incident ou accident à ne pas sous-estimer lors des traitements dentaires. Cet incident peut présenter des complications sévères. Il a été rapporté que le deuxième corps étranger le plus avalé est d'origine dentaire. Ce problème est commun à toutes les disciplines en médecine dentaire. Heureusement, lorsqu'ils sont avalés, les instruments dentaires empruntent plus volontiers la voie digestive. Vous avez un guide Carrefour, qui est la luette, et c'est elle qui ferme ou qui ouvre le passage, soit aux aliments, soit à l'air inspiré. La littérature rapporte que 87% de ces instruments se logent dans le tractus gastro-intestinal et 13% par contre uniquement, et je dis heureusement et uniquement, 13% dans le tractus respiratoire. L'atout occasionné lors de l'aspiration est en partie à l'origine du faible pourcentage d'aspiration. C'est le phénomène d'expulsion. Quand l'instrument est avalé, lorsqu'il passe dans le tractus, vous aurez une sensation d'irritation. Lorsqu'il passe dans les voies aériennes, vous avez systématiquement une toux réflexe qui fait que, dans la plupart du temps, l'instrument est éjecté et ne plus inhalé. Alors, au cabinet dentaire, ou durant votre pratique, lors d'une thérapeutique, au moindre doute sur une trajectoire instrumentale, il faudra systématiquement rechercher l'objet perdu. Vous devez savoir où il est parti, où il est tombé, où il est au niveau de votre champ, où il a été avalé. Alors ça, c'est juste deux schémas pour vous montrer les voies que l'on peut rencontrer. Donc vous avez ici le larynx et vous avez l'esophage et vous avez l'épiglotte qui, elle, va faire office à ce niveau-là pour diriger, pour fermer ou ouvrir une voie de passage, soit à l'alimentation, soit à l'air, soit un instrument avalé. C'est pareil ici, la voie aérienne, la partie buccale avec la langue, et puis vous avez à ce niveau-là un carrefour, et c'est là le danger, c'est ce carrefour de passage qu'il faudra à tout prix éviter ou prévenir lors de nos thérapeutiques, vu que la plupart de nos thérapeutiques se déroulent lorsque le patient est en décubitus dorsal ou en position semi-allongée. En plus, le milieu buccal est un milieu salivaire, où ça glisse, entre guillemets, énormément, donc faire attention. Alors c'est pareil, ça c'est la fausse route de l'instrument. Alors soit l'objet est retrouvé par terre ou dans la bouche, il faudra vérifier l'intégrité de l'objet, soit l'objet n'est pas retrouvé, alors il a pu être inhalé ou dégluté, c'est ce qu'on appelle la fausse route. Alors lors de nos thérapeutiques quotidiennes, nous sommes souvent confrontés à des patients qui présentent un malaise vagal, une hypoglycémie ou une crise de tétanie. Parfois l'inhalation ou l'ingestion d'un corps étranger, une racine dentaire, d'un instrument dentaire, dans les voies aériennes respiratoires ou leur migration dans le sinus maxillaire nous incite à plus de vigilance. On a décrit, on est devant la situation, que faire? Oui, que faire? Quelle conduite à tenir face à ces imprévus qui représentent de véritables urgences avec parfois atteinte du pronostic vital? Lors d'un cas possible d'ingestion ou d'inhalation, le médecin dentiste devra être attentif aux signes et symptômes afin de poser un diagnostic précis et précoce. Des radiographies prises en milieu hospitalier peuvent aider à déterminer s'il s'agit d'un cas d'ingestion ou d'inhalation. Il faut savoir que l'inhalation ou l'ingestion de corps étrangers pendant une thérapie dentaire sont des cas d'urgence. L'inhalation, l'ingestion d'instruments et de matériel dentaire peuvent toujours arriver dans tous les domaines de la médecine dentaire. Personne d'entre nous ne peut se targuer et dire « moi, je n'aurai pas d'incident ou d'accident de ce genre ».
De tels corps étrangers varient en forme et en taille. D'après la littérature, ce peut être des instruments endodontiques, très souvent, des fraises, parfois, surtout à l'heure actuelle, vu que les instruments rotatifs, maintenant, se montent presque à 99% sur des rotatifs dits à griffe ou à pince, c'est-à-dire que la fraise, elle est griffée au niveau de votre turbine ou de votre contre-angle, c'est ce que vous appelez communément, vous, le bouton poussoir. Donc, lorsque il s'use, la griffe s'use et vieillit, avec la force de rotation centripète, eh ben, la fraise se détache, et très souvent, vous trouvez la fraise au niveau de la bouche, elle tombe toute seule au niveau de la bouche. Deux incidents, deux possibilités. Soit que la griffe est usée parce que vous poussez le bouton poussoir alors que la fraise est encore en état de rotation. Pour la changer, vous n'attendez pas l'arrêt définitif, donc vous usez votre griffe. Soit la fraise que vous achetez, c'est une fraise qui ne répond pas aux normes internationales. Si c'est des fraises qui viennent de Chine ou qui ne sont pas de marque très connue, eh ben, elles ne répondent pas aux critères du diamètre de leur mandrin. Et automatiquement, elles glissent de la griffe. Ensuite, vous avez les instruments canalaires, bien évidemment. Vous travaillez sur les molaires du haut ou sur les molaires du bas en profondeur, en semi-allongé. Et elles peuvent glisser si vous n'avez pas de parachute ou si vous n'avez pas de digue. Ensuite, vous avez des couronnes. Lorsque vous voulez sceller des couronnes, la couronne vous glisse le patient à l'aval. Des bagues orthodontiques très souvent, ou même des reconstitutions fixes ou amovibles, type inlay-onlay. La chute de corps étrangers dans les voies aériennes ou dans les voies digestives est un accident relativement peu fréquent, mais dont les conséquences peuvent être importantes, voire invalidantes pour le patient. Donc, il faut les connaître. La position allongée du patient, l'humidité du milieu buccal et l'utilisation de rotatifs à grande vitesse favorisent également les risques. Les patients au risque. Une prédisposition à l'inhalation et à l'ingestion de corps étrangers chez un patient doit être diagnostiquée lors de l'anamnèse de médecine générale et du premier examen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous recevez votre malade, lors de votre entretien initial avec le malade pendant l'anamnèse, déjà, vous pouvez déjà douter ou redouter l'incident ou l'accident en fonction de l'état général et du comportement de votre malade. Donc, être très vigilant et très attentif lors de votre anamnèse. Les objets sont surtout avalés par les patients appartenant au groupe suivant, les détenus. Les détenus, pourquoi? Ce n'est pas un handicap, mais les détenus avalent des instruments, c'est pour avoir des permissions de sortie ou des permis d'hospitalisation. Ils sont incarcérés. Pour éviter l'incarcération, pendant un certain temps, eh ben, ils avalent n'importe quoi. Tout ça pour aller à l'hôpital, pour bénéficier, comme ils disent, de l'infirmerie, qui est beaucoup plus clémente. Les malades psychiques, les alcooliques, les séniles, les débiles, les patients hypernerveux, hyperactifs, et les patients ayant un réflexe nauséeux extrême. Ça, c'est une population à risque, c'est des populations à risque auxquelles vous devez faire attention, et particulièrement lors de vos thérapeutiques endobuccales. Alors, il y a aussi les facteurs de prédisposition, qui sont médicaments et sédatifs, les alcools et drogues, les patients qui ont longtemps vécu en captivité, les malades psychiques, les séniles, les patients débiles. Il y a toute une panoplie. Vous l'avez ici, devant vous, donc je ne vais pas les passer en revue, ils sont connus. Le médecin dentiste devra intervenir s'il soupçonne la perte d'un objet dans la cavité orale et que celui-ci ne peut pas être localisé ou récupéré. Il devra alors automatiquement le considérer comme aspiré ou ingéré. Si vous ne retrouvez pas l'instrument, vous le considérez automatiquement comme aspiré ou ingéré. Et dans ce cas, à notre avis, le patient devra toujours être mis au courant de ce type d'incident. Premier réflexe du praticien, retrouver l'instrument. Deuxième réflexe, le localiser. Troisième réflexe, avertir le patient. Gaël, vous avez avalé, vous avez ingéré un instrument, on va essayer de le localiser et de le retrouver. Les mesures préventives. Alors, parmi les mesures préventives qui permettent, quand vous avez ciblé la population qu'on vient de citer, eh ben, vous avez quand même des moyens de prévention. Alors, parmi les mesures de prévention qui permettent d'éviter les complications, on peut citer l'utilisation de la digue, qui, à l'heure actuelle, en traitement endodontique et traitement restaurateur, surtout avec les adhésifs, c'est une obligation absolue. La fixation de petits instruments avec des fils dentaires, ce qu'on appelle fils dentaires, c'est pour bricoler, mais il y a ce qu'on appelle les parachutes. C'est un baguet, c'est une bague autour du doigt, une petite chaînette, et au bout de la chaînette, vous avez un système de fixation de votre broche, de votre lime ou de petits instruments endobuccales. Et à ce niveau-là, l'instrument, même si vous le perdez, ou même si vous loupez l'appréhension à l'aide de vos doigts, ben, l'instrument ne peut pas aller plus loin que la chaînette le retient. Même s'il est au niveau de la glotte, vous pouvez le retirer avec votre chaînette. Alors le réflexe de déglutition est conservé chez les patients sous sédatifs,
l'application d'une gaz dans la zone du pharynx peut déclencher des réflexes de vomissement. Il y a deux possibilités. C'est la considération de la maintenance du réflexe chez les patients sous sédatifs. Ne pas croire que parce que le patient, vous l'avez mis sous sédatif ou s'il est sous tranquillisant, ou des myorelaxants, qu'il va diminuer ou perdre son réflexe de déglutition. Le réflexe de déglutition, c'est un réflexe nocicepteur qui est relié au système central, il le gardera toujours. Certains confrères, faire très attention aussi, certains confrères comptent prévenir en mettant une gaze au fond de la bouche, se disant que l'instrument, s'il ripe, il va être retenu par la gaze. Faire attention, c'est faux, parce que la gaze va entraîner un réflexe nauséeux, et c'est là où le patient va être appelé à déglutir et justement à avaler son instrument. Alors, des mesures préventives toujours pour éviter les complications. Deux types. Elles sont relatives aux patients. En premier lieu, reconnaître les patients à haut risque, comme on vient de décrire, peser le pour et le contre d'un traitement sous anesthésie par intubation ou d'une adaptation du traitement pour les patients à haut risque, couvrir avec de la gaz l'oropharynx du patient intubé. Allez pas dire qu'il nous a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas mettre de gaz et maintenant il nous dit qu'il faut mettre une gaz. Et ensuite, traiter les patients, il y a des problèmes de coordination entre les réflexes de toux et de déglutition en position droite. Relative au traitement spécifiquement dentaire, c'est des préventions. Alors en endodontie, c'est l'emploi de la digue lors des mesures endodontiques et des scellements de tenants radiculaires ou de petits instruments de restauration. Le contrôle de la rétention des tenants avant le moulage des structures à tenons radiculaires, le retrait des amalgames sous digue. Ensuite, qui d'entre nous n'a pas déposé un amalgame d'une cavité et le patient, il a dégluti son amalgame, il l'a avalé. Heureusement, quand il l'avale, il va dans le tractus intestinal, donc il le rejette 1 ou 2 jours après. Mais supposez qu'il prenne la voie aérienne, c'est beaucoup plus conséquent pour le malade. Alors, les couronnés bridge et prothèses lors de retrait des restaurations, le contrôle de la tenue suffisante de la restauration lors de l'emploi de ciment provisoire, l'emploi de cuillères individuelles pour le moulage précis, recouvrement réduit du palais dur avec un soutien palatin individuel. Alors, contrôle et rétention des restaurations amovibles, munir les couronnes en or de points de rétention pour la mise en place de la pince de Führer et permettre une attention particulière lors du scellement des parties de prothèses postérieures avec des composites acryliques autodurcissants. En chirurgie dentaire et implantologie, une attention particulière sera réservée pendant l'extraction, faire les extractions multiples de dents de lait éventuellement sous anesthésie par protoxyde, fixer les instruments additionnels, tournevis, indicateurs de direction avec du fil dentaire, toujours prendre cette précaution chez les populations à risque, qu'on a cité auparavant. Et placer les vis en or dans les orifices prévus à cet effet, à l'extérieur de la bouche, et les recouvrir de gel, de façon à ce qu'ils adhèrent partiellement lors de leur mise en bouche. Alors, procédure lors de présomption d'inhalation d'ingestion d'un corps étranger. Alors, position inclinée du patient avec partie supérieure du corps en position haute, anti-Trendelbourg. La position Trendelbourg, c'est une position horizontale avec la tête et le thorax qui est beaucoup plus bas que les jambes en surélévation. Faire tousser le patient, essayer de saisir l'objet à l'aide de pincettes, libérer les voies aériennes, effectuer la manœuvre de Heimlich, on la verra par la suite, pour empêcher le dégazage et l'obstruction, calmer et informer le malade, vous calmez vous-même, ce n'est pas... pour l'instant, le pronostic vital n'est pas mis en jeu. Donc si le malade, lui, déjà est affolé, si lui, il vous voit affolé, vous aussi, il y a quelque chose qui n'ira pas. Même si vous êtes affolé, ne le faites pas paraître, gardez votre calme, il n'y a pas mort d'homme. Pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme. Alors, calmer et informer le patient et, bien évidemment, contacter immédiatement le service d'urgence. Pourquoi le service d'urgence? C'est pour pouvoir, si vous ne pouvez pas le faire, c'est pour localiser où est l'objet. Et on le verra tout à l'heure, ça peut être très sévère. Alors, indiquer l'objet ou le matériau au service d'urgence, faire des radiographies du thorax sous 2 incidences pour localiser l'objet dans la trachée ou dans le thorax. Dans le cas d'une inhalation, une radiographie du thorax en expiration montre un éventuel déplacement du médiastin vers le côté opposé. Si vous avez un doute d'une inhalation d'un instrument, si la radio du thorax montre le déplacement du médiastin du côté droit, cela veut dire que votre instrument est du côté gauche, ou du moins dans le lobe gauche. Indication d'extraction du corps étranger. Alors, en cas d'inhalation, c'est tous les objets par bronchoscopie.
En cas d'ingestion, au niveau de l'œsophage, tous les objets, vous pouvez les retirer par endoscopie. En gastro-intestinal, les objets pointus tranchants, les objets longs, les objets impactés, faire une œsophagoscopie ou une gastroscopie. Alors bien évidemment, le spécialiste va choisir l'embout adapté pour l'extraction de l'objet, soit chez un pneumo, soit chez un gastro. Il peut être flexible avec une prémédication antitussif et sédatif, il peut être rigide avec prémédication anesthésie par intubation. Ça, c'est du domaine du spécialiste. Vous l'avez dirigé sur le SAMU ou sur les urgences. Comment différencier, vous, en cabinet, l'inhalation de l'ingestion du corps étranger? L'inhalation amène le plus souvent une irritation bronchique et une gêne respiratoire immédiate. Gêne bronchique, tousse et difficulté respiratoire. L'ingestion dans les voies digestives ne se traduit pas toujours par des symptômes particuliers. C'est tout juste si le patient se plaint d'irritation gastrique et au niveau de l'œsophage, c'est le passage de l'instrument qui aura entraîné une petite irritation à ce niveau-là. Les signes et symptômes lors d'une inhalation sont l'enroulement, la toux, le réflexe de nausée avec une cyanose, c'est-à-dire une perte de coloration des teguments faciaux, une dyspnée, un stridor, des bronchospasmes, un sifflement à l'inspiration et à l'expiration, des douleurs à la poitrine, des nausées, une fièvre qui s'installe immédiatement, l'hypertension, la tachycardie et les râles. Donc vous voyez que c'est quand même des signes assez alarmants pour pouvoir vous alerter et avertir immédiatement le SAMU. Alors pour l'ingestion par contre, c'est pareil, une touche à réflexe de nausée, une douleur dans le cou, une dysphagie, aphagie, accumulation de salive. Pourquoi accumulation de salive? Parce que les récepteurs qui sont au niveau du cou commandent la formation et la libération de salive par les glandes parotidiennes et les sous-maxillaires. Lorsque vous avez un instrument d'avaler, considéré comme corps étranger, eh bien, il y a une commande de sursalivation qui se fait, et c'est pour ça qu'il y a une sursalivation à ce niveau-là. Sensations désagréables dans la gorge, des picotements, des douleurs rétrosternales, des crampes et des nausées. C'est normal, l'instrument est au niveau œsophagien et il entraîne justement ce type de situation. Quelles complications pour survenir suite à l'ingestion d'un corps étranger? Par voie digestive, les risques sont moins importants que par voie aérienne. Globalement, le corps étranger passe bien au travers du système digestif avant d'être éliminé par les selles. Si vous êtes sûr que votre instrument a pris la voie digestive, si c'est un instrument pointu ou tranchant, immédiatement, donnez à votre malade soit de la mie de pain à mâcher et avaler, s'il n'y en a pas, soit des fibres de coton. Lui donner du coton, il mâche son coton et il l'avale. D'accord? Ensuite, au niveau gastrique, le péristaltisme intestinal et gastrique vont faire que l'instrument va se trouver enrobé dans les fibres de coton et entraîner moins d'incidents et accidents lors de son passage intestinal et il va être évacué au niveau des selles. En général, ça n'excède pas 2 ou 3 jours. Si ça excède les 3 jours, voir un gastro pour localiser pareil où est votre instrument. Alors, conduite à tenir selon la nature de l'accident. Le cheminement d'un corps étranger dans les voies digestives entraîne peu de complications, alors que le passage dans les voies respiratoires nécessite une élimination artificielle dans 85% des cas par endoscopie ou chirurgie. Selon la nature du corps étranger, sa localisation et selon le tableau clinique, le praticien devra suspendre ou non les soins entrepris. Les soins passent en deuxième, c'est compréhensif évident, les soins passent en deuxième étape, ce n'est plus le problème. La séance pourra être poursuivie avec prudence à la suite de la gestion d'un objet de petite taille non piquant et sans aspérité, type amalgame ou composite avalé. Vous pouvez continuer votre soin. Elle devra en revanche être immédiatement interrompue en cas d'inhalation ou d'ingestion d'objets nocifs. Mesures à prendre lors d'inhalation ou d'ingestion. Dès qu'un corps étranger disparaît pendant le traitement dans la région du pharynx du patient, mettre ce dernier en position anti-Trendelenburg, c'est-à-dire la partie supérieure du corps, elle est soulevée de 20 à 30%. Si vous travaillez à l'horizontale, vous ressoulevez votre malade immédiatement à 20, 30 ou même à 45% de l'horizontale. Le patient est prié de tousser afin d'expulser l'objet, en particulier s'il n'a pas encore dépassé la glotte. Très souvent, il le rejette. Position chirurgicale de Trendelenburg, c'est ce que je vous disais. Voilà la position comme on travaille. Et dans le cas, on travaille très souvent chez nous en endodontie comme ceci. S'il y a un incident ou un accident qui apparaît, vous relevez immédiatement le malade et vous relevez le buste et le thorax de 30 à 40 degrés. On ne le fait pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le péristaltisme va entraîner, si vous relevez beaucoup plus en position droite, le péristaltisme va entraîner, entre guillemets, un enfoncement de votre instrument là où il est bloqué.
Alors l'inhalation d'instruments et de matériaux dentaires représente un cas plus critique et doit toujours être considéré comme un cas d'urgence. Les complications rapides sont l'étouffement aigu, la dyspnée, la dépression respiratoire ou l'arrêt respiratoire à la suite d'encombrement des voies respiratoires par asphyxie, l'œdème du larynx ou même l'arrêt cardiaque. Donc là, c'est la position de l'instrument dans les voies aériennes qui va vous déterminer l'urgence. S'il est en position basse, c'est un incident grave pour lequel on intervient en urgence avec le SAMU et en pneumo. Si l'instrument est en voie aérienne haute, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est là où c'est beaucoup plus grave, parce que c'est là où il y a l'asphyxie, et vous en avez pour 3 à 5 minutes pour avertir le SAMU et dégager la voie, sinon votre malade, il va se trouver en insuffisance respiratoire. Alors, le patient peut être confronté à 3 situations en cas d'inhalation. En cas d'absence de difficultés respiratoires, le patient sera conduit en milieu spécialisé pour localiser le corps étranger et permettre son extraction. Le praticien devra veiller à éviter toute aggravation de la situation et agir rapidement. Ne pas trop bousculer le malade, ne pas le mettre immédiatement en position debout, et ainsi de suite. Il doit également informer son patient des symptômes et le rassurer. En cas d'obstruction respiratoire incomplète, le praticien assurera un transfert rapide de son patient vers un milieu spécialisé, hôpital ou clinique, pour pratiquer une endoscopie. En cas d'obstruction respiratoire complète, le praticien se trouve face à une situation critique dont le pronostic vital exige des mesures d'urgence jusqu'à l'arrivée du SAMU. Si le patient manifeste une gêne respiratoire importante avec un risque d'obstruction des voies aériennes supérieures, il faut pratiquer la mesure de Heimlich. On la verra tout de suite. Si pour autant s'asphyxier, le patient tousse, il y a bien suspicion d'une inhalation du corps étranger, une radiographie s'impose. Si elle confirme la présence du corps étranger dans les voies aériennes supérieures, un pneumologue le retirera par fibroscopie. Quand la victime est allongée, en général, il ne faut pas laisser la victime allongée. On vous a dit, anti-Trendelbourg, le relevé de 30 à 40 degrés. Il est plus facile d'extraire le corps étranger en position assise ou debout qu'en position allongée. Quand la victime est consciente, debout ou assise, optez pour la manœuvre d'Heimlich. Alors, la manœuvre d'Heimlich, c'est pour aider le patient à expulser le corps étranger par la bouche. Le praticien est placé derrière, le ceinture avec les 2 mains, placées l'une au-dessus de l'autre sur l'épigastre, à ce niveau-là, entre l'ombilic et les côtes. Vous êtes derrière le malade, vous placez vos 2 mains comme ceci, puis ensuite vous faites un geste brusque en haut et en avant. En faisant ça juste, vous relevez à ce niveau-là, vous relevez les médiastins et le malade a une tendance à réexpulser son instrument. Donc il exerce avec ses mains une pression ferme et brusque en direction du diaphragme, donc du bas vers le haut, en suivant une trajectoire de 45 degrés par rapport au sol. Ça, vous l'a tous appris en patho, je pense, dans le module de patho. Voilà, la manœuvre d'Heimlich consiste à expulser un corps étranger des voies respiratoires par une brusque compression du thorax. Avant d'opter pour une manœuvre d'Heimlich, vous pouvez réaliser 5 grandes tapes dorsales au milieu des omoplates, en général avec 5 ou 6 tapes. Eh bien, le malade, parfois, très souvent, expulse son instrument parce qu'il n'a encore pas complètement inhalé. Voilà pourquoi je vous disais les positions BAT, l'obstruction partielle et l'obstruction totale. Alors, l'obstruction partielle, mettre le patient en position assise et le laisser tousser, ne faire aucune manœuvre de désobturation parce que vous allez renforcer l'instrument. Mettre le patient sous oxygène à 9 litres minute, appel au SAMU. L'obstruction partielle, elle est liée au blocage par un corps étranger de petite taille au-delà de la bifurcation. La bifurcation, vous avez la voie respiratoire et vous avez une bifurcation pour les 2 lobes, le lobe droit, le lobe gauche. Si est-ce qu'on peut avoir le diaporama? Vous me décomptez l'heure, madame? Merci. Et ils ont dû toucher. Voilà. Alors, vous avez ici la bifurcation. Si votre instrument, par malheur, inhalé, parce que c'est un malheur, vous n'avez pas de peau, et si par chance, dans ce malheur, votre instrument a dépassé la bifurcation, d'accord? Le pronostic vital n'est pas mis en jeu. Pourquoi? Parce que vous avez la bifurcation qui va permettre ici une respiration partielle par le 2e lobe. Le danger, contrairement à ce qu'on puisse croire, c'est la voix haute, c'est là. Si l'instrument est bloqué ici, ben, il vous bloque la respiration sur les 2 lobes, et c'est là où le pronostic vital est mis en jeu, où vous avez 3 à 5 minutes pour appeler le SAMU, pour dégager, sinon votre malade s'asphyxie. Alors,
Elle est liée au blocage par accord étranger de petite taille au-delà de la bifurcation trachéale. Le risque vital n'est pas immédiat. Le malade présente une toux irrépressible que le patient ne peut pas contenir. C'est une toux qui est continue. Pourquoi? Parce qu'il y a un corps étranger au niveau d'un lobe pulmonaire. Voilà, le danger c'est ça. Obstruction totale, 5 tapes vigoureuses dans le dos, soit pour le faire éjecter, soit pour le faire descendre. Si c'est inefficace, décompression abdominale avec la technique de Heimlich, kiff-kiff, pour que le médiastin et le diaphragme puissent soit faire remonter l'instrument, soit le faire descendre. Si c'est inefficace, appelez immédiatement le SAMU. Si le patient perd connaissance, débutez immédiatement les compressions thoraciques, style comme les compressions que vous réalisez pour un arrêt cardiaque. Donc elle est liée au blocage, vous voyez, au blocage par un corps étranger de petite taille au niveau trachéal. Le risque vital est mis en jeu. Le malade présente une détresse respiratoire et il a une cyanose au bout de 30 à 40 secondes. En cas d'ingestion, le praticien devra tout d'abord s'assurer de la ventilation du patient, puis vérifier sa cavité buccale, lui expliquer calmement la situation et l'informer des risques éventuels et des symptômes possibles. Le patient devra ensuite être adressé à un spécialiste qui fera pratiquer un examen radiologique pour localiser le corps étranger. La surveillance des selles, elle est de mise, préconisée avec un régime immédiat riche en fibres. Demandez au malade de prendre matin, midi, soir, des fibres, et surveiller ces selles pour l'expulsion par les voies naturelles de cet instrument pour éviter les séquelles et une intervention chirurgicale. Il faut savoir que les corps étrangers sont expulsés dans 90% par les voies naturelles, c'est-à-dire au niveau des selles. Si le corps étranger avalé est pointu, le patient peut toutefois signaler une irritation à la gorge, c'est normal. On regarde avec un miroir et un abaisse-langue en lui tractant la langue et en le faisant dire « eh » pour observer le haut du pharynx. S'il est en haut du pharynx, avec une pince à suturer très fine, vous pouvez retirer votre instrument, sinon le diriger sur le service adéquat. Si l'objet est susceptible de se ficher dans les parois digestives, un cliché radiologique est nécessaire pour contrôler l'appareil digestif le jour même ou le lendemain. Et pareil, fibres. Ça, c'est les signes et symptômes. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez les prendre, vous pouvez les... Voilà, les signes et symptômes lors de l'aspiration, lors de la gestion et les complications lors de l'aspiration. Vous voyez tout de suite que c'est septicémie, granulome à corps étranger, abcès pulmonaire, formation de fistules, alors que là aussi, sur les corps pointus, vous pouvez avoir la péritonite, la septicémie, l'aspect gastro-intestinal, le granulome à corps étranger. Si rien n'est fait, que se passe-t-il si vous ne faites rien? Lors d'une inhalation, le corps étranger continue à descendre dans les voies aériennes où il finit par obstruer un segment des bronches. Tout ce qui est en aval n'est plus ventilé et se rétracte. Il y a atelectasie partielle du lobe et risque d'infection bronchique. Les complications sont la septicémie, l'abcès pulmonaire, difficulté respiratoire, l'asphyxie, l'hypoxie, la laryngospasme, l'infection pulmonaire progressive sévère, l'empième, l'atelectasie, le pneumothorax, un œdème pulmonaire, l'emphysème obstructif et la bronchistasie. Pour l'inhalation, les choses sont plus graves. Même si la majorité des patients expectorent leur objet immédiatement, il faut réagir. Il faut surtout de suite l'aider à se débarrasser du corps étranger. Si l'obstruction est totale, le délai pour réussir la manœuvre de dégagement n'accède pas 4 à 6 minutes. Donc vous voyez, là c'est le pronostic vital qui est mis en jeu et vous en êtes fautif. Ne le perdez pas de vue, donc c'est à vous de réagir, d'avertir le SAMU, d'avertir le service spécialisé et de diriger surtout le malade immédiatement sur le service spécialisé. Ne pas dire ça va passer, ne pas dire ça va se dégager, ça ne se dégagera pas. Tout seul, ça ne se dégagera pas. Passé ce délai, le risque de lésion cérébrale irréversible est réel, donc vous voyez que c'est quand même assez important. Si le moindre doute subsiste sur la voie prise par le corps étranger, il faut absolument faire des radiographies pour les localiser. Les auteurs proposent des trucs pour mieux visualiser les objets ingérés, non radio-opaques. Ça, c'est du domaine du radiologue et du pneumo. En cas d'ingestion, dans la plupart des cas, les corps étrangers traversent en 7 à 12 jours le tractus digestif sans complications ni symptômes. C'est pour ça que le malade devra surveiller ses selles. Au-delà de ces délais, il faudra s'inquiéter. En cas d'ingestion, les complications sont la péritonite, le granulome à corps étranger, l'infection, la fistule, les troubles de déglutition, la déchirure, la perforation, l'hémorragie au niveau du pharynx et de l'œsophage, blocage gastro-intestinal, abcès gastro-intestinale et perforation gastro-intestinale et septicémie. Je me répète et j'insiste, c'est pour pouvoir vous les faire ancrer du danger et de l'importance de l'incident et de l'accident et de ses conséquences surtout, et vous faire réagir. Alors, l'ingestion est plus fréquente que l'inhalation.
La morbidité n'est pas nulle lors de la gestion d'instruments. 1% des instruments gérés peuvent causer des blessures dans le système digestif. Les auteurs rapportent des cas très rares de décès, mais en tous les cas, informez et prévenez le patient. Alors, 2 ou 3 cas particuliers, le refoulement d'instruments au niveau des sinus maxillaires, eh ben, le praticien peut tenter la manœuvre de Valsalva. Vous la prise en pâteau, vous la connaissez tous, boucher les orifices nasales, fermer la bouche et essayer d'expulser, d'expirer par le nez, essayez comme vous vous mouchez, et vous allez dégager les voies et vous allez dégager l'instrument au niveau de votre sinus. Si le corps étranger n'a pas dépassé la muqueuse sinusale, cette manœuvre suffit à l'expulser. Par contre, si la muqueuse sinusale a été déchirée, percée et que l'instrument est au-dessus, eh ben, il faudra aller voir un ORL, diriger le patient sur l'ORL pour faire une caldoelluc et retirer votre instrument. Donc c'est du domaine de l'ORL aussi. Le problème n'est pas que vous n'ayez pas d'incident ou d'accident. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde et ça arrivera. Le problème, c'est que vous ne sachiez pas que l'incident et l'accident peut arriver, que vous ne sachiez pas quelle est la conduite à tenir, et surtout, que vous n'ayez pas le réflexe de diriger le patient sur le service adéquat. Point. Alors, sur le plan médico-légal, quelle est la responsabilité du médecin dentiste? Légalement, il est demandé au praticien d'assurer une obligation de moyens et de sécurité. C'est une obligation. Ainsi, l'inhalation et la gestion d'un corps étranger seront considérés comme des aléas thérapeutiques. Sous réserve, notamment, que le patient ait été placé dans une position correcte. Sinon, c'est une erreur thérapeutique de votre part. L'erreur est humaine, l'erreur est réparable, l'erreur est pardonnable si vous faites le bon geste et si vous avez la bonne direction. On peut reprocher aussi au praticien l'absence de prise en charge des suites post-opératoires, de ne pas avoir incité le patient à faire une radiographie et enfin, de ne pas l'avoir orienté vers le spécialiste adéquat ou un service d'urgence. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, je vous remercie.